Merci pour l'invitation et je suis heureux de partager ça avec vous parce que je crois qu'il y a vraiment dans la matière qu'on va voir maintenant des choses qui sont très éclairantes par rapport à un ensemble de choses qu'on a vues et qui sont, pour dire les choses poliment, des anomalies. On pourrait aussi dire des incohérences ou des monstruosités. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé de manière normale. Et c'est vrai que de mon point de vue, très vite, j'ai essayé de comprendre quel était l'ordre de grandeur réel de l'épidémie pour savoir à quoi on avait affaire. Et puis les premières nouvelles données par Ioannidis, Laurent Toubiana et d'autres étaient extrêmement rassurantes. Donc, qu'est-ce qui fait que depuis plus d'une année, on est dans une espèce de panique collective qui n'est pas en lien avec la réalité? Qu'il faille être prudent face à une épidémie, c'est une évidence, mais si c'est une épidémie qui effectivement et heureusement n'a rien à voir avec la grippe espagnole ou même la grippe de Hong Kong, qu'est-ce qui explique, j'ai envie de dire, cet emballement? Et dans cette compréhension-là, il y a bien sûr des processus de psychologie sociale, collective, mais il y a aussi tout un volet qui souvent est un point de résistance pour les gens. Parce que je crois que tout le monde a un peu compris qu'il y a quelque chose qui joue pas. Quand on prend les meilleurs spécialistes dans leur domaine, comme peut-être Christian Perron, qui pendant 7 ans a présidé la commission des maladies infectieuses du Haut Conseil en santé publique. C'est-à-dire que c'est lui qui était en charge de la réponse de l'État face à une pandémie. On ne trouve pas de meilleur connaisseur dans son domaine. Ou quelqu'un comme Didier Raoult, qui est un des meilleurs microbiologistes au monde, ou parmi les meilleurs épidémiologistes comme Laurent Toubiana ou Jean-François Toussaint, et que tout d'un coup, on commence à dire de ces gens-là que ce sont des charlatans, qu'ils n'ont jamais rien compris à rien, et qu'ils ont basculé dans des dérives complotistes. Je crois qu'on comprend tous qu'il y a un truc qui ne joue pas. Et effectivement, quand Christian Perron a partagé sur des plateaux télé que des gens de l'OMS lui avaient dit « mais vous savez, le domaine de la santé est un des plus corrompus qui soit », vous voyez, réaction immédiate, ça prouve que c'est un complotiste. Et souvent, c'est là où c'est la pierre d'achoppement pour les gens. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que l'immense majorité des médecins et des scientifiques sont honnêtes. On comprend que le gouvernement a fait un peu n'importe quoi, mais on se dit, au fond, si c'était aussi distordu ou malhonnête qu'on essaye de nous le faire croire, il faudrait qu'il y ait un complot généralisé, et ça, on ne peut pas y croire. Et c'est une réaction de bonne foi de la part des gens. Ils ont raison de se dire ça. Par contre, ce qu'ils ignorent, et que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est pas qu'il faudrait qu'il y ait un problème à l'échelle du système de santé international, c'est qu'il y a un énorme problème au niveau du système de santé et que c'est archi connu depuis 20 ans, dans une position tout à fait étonnante, qui est qu'on le dit et on le sait, quand il fait beau, et puis quand tout d'un coup il y a l'occasion pour les pharma de faire un paquet d'argent comme c'est le cas actuellement, eh ben, on n'est plus au courant que ça existe, on fait semblant que ça n'existe pas, on attaque ceux qui osent le dire. Et donc, ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est juste une fenêtre ouverte sur l'identification de la réalité de ce problème au cours des 20 dernières années. Alors, évidemment que le terme corruption, il est compliqué. Nous parlons dans notre jargon de corruption institutionnelle ou de corruption systémique, c'est-à-dire que ça n'implique pas que les personnes qui participent au système soient individuellement corrompues. Bien sûr que non. L'immense majorité des médecins et des scientifiques sont honnêtes. Par contre, le propre de la corruption institutionnelle, c'est que le système dans son entier n'est plus honnête et qu'il impose aux gens qui y travaillent de fermer les yeux et de rester discret par rapport à ça, ou d'oser s'opposer, mais à ce moment-là, de prendre des risques absolument démesurés, et les attaques que toutes les personnes présentes sur ce plateau et quelques autres ont subi au cours des derniers mois le documentent si c'était nécessaire. Alors, j'ai partagé avec vous des sources qui sont aussi solides qu'elles sont possibles. Ça vient de l'université de Harvard, le centre d'éthique SAFRA, et ils décrivent bien que la corruption systémique, ce sont des pratiques répandues, généralement légales. Donc, il y a un volet criminel ou criminologique, mais dans l'immense majorité des processus qu'on observe, c'est légal, mais qui sapent les objectifs ou l'intégrité d'une institution ou d'une politique. Et d'une manière qui corrompt la recherche médicale, la production de connaissances, la pratique de la médecine, la sécurité des médicaments et donc, bien sûr, de la population in fine. Donc, le centre d'éthique SAFRA d'Harvard a enquêté pendant 3 ans sur cette question avec des constats absolument clairs, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que même les autorités elles-mêmes, quand elles ne sont pas en train d'organiser la corruption systémique, reconnaissent la gravité du problème. Et notamment la Commission européenne, qui, dans la slide suivante, dit « Le secteur de la santé est un secteur où la vulnérabilité à la corruption est généralisée et que les commissions occultes et la corruption demeurent préoccupants à tout point de vue. »
Dans le même ordre d'idée, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a dit, comme Perron, peut-être que les Nations Unies sont aussi conspirationnistes, que la santé est un des domaines les plus corrompus et qu'il faut protéger de manière extrêmement diligente les lanceurs d'alerte ou ceux qui osent nommer des situations où ça ne joue pas. Donc, évidemment que les 2 livres de Christian Perron, le travail de Laurent Toubiana et de nombreux autres, ne fait rien d'autre que ça. Et on voit qu'au lieu d'être protégé par la collectivité, notamment les pouvoirs publics et les médias, eh ben on a au contraire des gens qui se sont fait attaquer d'une manière absolument scandaleuse de mon point de vue. Donc l'ONU reconnaît la gravité du problème, la Commission européenne qui, à l'instant même, est en train de magouiller de manière abominable avec les laboratoires, quand elle n'est pas en train de magouiller, dit « Ouh là là, c'est quand même la plupart du temps un sacré problème ». Et puis, vous avez également les revues médicales qui le disent. Donc là, je vous ai sorti un petit florilège. Là, vous avez une première citation qui est celle d'un ancien rédacteur en chef de le New England Journal of Medicine, qui lui aussi est reparti dans un ensemble de pratiques frauduleuses autour de la crise du Covid. Et Arnold Rallman disait en 2002, la profession médicale est achetée par l'industrie pharmaceutique, les institutions sont les agents rémunérés de l'industrie pharmaceutique, c'est le rédacteur en chef du New England Journal of Medicine qui le dit. La personne qui lui a succédé, Marcia Angel, qui est une personne extraordinaire et extrêmement intègre, ne disait rien d'autre en disant « Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie des recherches cliniques qui sont publiées, ni de se fier à des directives médicales faisant autorité. » Alors, je ne sais pas si on peut faire juste un arrêt sur image pour mesurer ce que ça veut dire. La rédactrice en chef d'une des principales revues médicales scientifiques dit on ne peut plus aucunement croire une grande partie de ce qui est publié, ni de se fier aux directives que disent les autorités. Donc, si ça, c'est pas un problème, et s'il n'est pas énoncé clairement, je vois pas très bien ce qu'on peut trouver de plus explicite ou de plus convaincant. Et puis, comme vous savez que le Lancet a été au cœur d'une pantalonnade abominable, mais qui s'est terminée au désavantage de tout le monde, eh ben, même son rédacteur en chef, il y a 7 ans, disait « La science a pris un virage vers l'obscurité, l'endémicité des mauvais comportements en matière de recherche est alarmante. » Tout ça, pourquoi? Pour une raison bien simple, et vous voyez que même dans la littérature scientifique, si on cherche, on trouve, c'est parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les revues médicales sont une extension du bras marketing des compagnies pharmaceutiques, et donc elles ne sont pas intéressées à publier des choses qui sont justes, elles sont intéressées à publier des choses qui peuvent être profitables à un certain nombre de personnes. Ça, c'est extrait d'une autre revue médicale prestigieuse, où vous voyez qu'on indique clairement que jusqu'à 90% de ce qui est publié dans l'information médicale est biaisé, selon John Ioannidis, c'est l'un des meilleurs spécialistes au monde, et que l'ancien rédacteur en chef du British Medical Journal a même dit que l'essentiel de ce qui est publié est juste complètement faux ou délirant. Donc, voilà, quand on se permet de faire quelques observations et qu'on se fait instantanément traiter de complotiste, vous voyez qu'on n'est pas seul à bord, mais surtout qu'il y a un problème chronique, durable, et qui éclaire un certain nombre de choses qu'on observe dans la situation actuelle. Ici, vous avez d'autres extraits d'articles. Vous voyez, les médecins sont sous influence, la psychologie sociale et les stratégies d'industrie, de marketing de l'industrie, et puis la corruption systémique et le mythe du remède efficace et sûr. On nous a dit que le vaccin, qui n'est pas un vaccin, qui est une expérimentation génique, est sûr et efficace. C'est un mythe. Évidemment que ça n'est pas le cas, mais tout ça, ça vient de l'intoxication qui est mise en œuvre par ces revues, avec comme conséquence que aujourd'hui, les mauvaises pratiques liées à cette corruption sont la 3e cause de mortalité en Occident. Donc, la corruption dans le domaine de la santé telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui tue à peine moins de personnes que les cancers et les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il y a littéralement des centaines de milliers de personnes chaque année en Europe qui meurent, non pas des effets secondaires de médicaments qu'on a essayé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais qui meurent de l'instrumentalisation du système de santé par des intérêts problématiques.
Alors évidemment que l'hypothèse, vous savez, Michel Rocard disait qu'il préférait toujours l'hypothèse de la stupidité à celle du complot, mais elle est quand même un petit peu courte et il y a un moment donné où il faut qu'on ose regarder les choses, et notamment le fait que, ça a été un petit peu rappelé autour de la question des vaccins, mais les compagnies pharmaceutiques sont devenues coutumières de ce genre de pratiques frauduleuses, voire criminelles. Et c'est assez sympa parce qu'en fait, on vit à une époque où on trouve tout, donc les informations sont là. Le problème après, c'est que la plupart des gens s'en fichent ou font semblant que ça n'existe pas. Mais là, on a par exemple la somme des amendes des compagnies pharmaceutiques depuis l'an 2000 aux États-Unis uniquement, pour un montant global de 56 milliards de dollars, 944 condamnations. Et vous voyez qu'on trouve tous les copains qui sont en train de faire un blé monstrueux avec la situation à laquelle on assiste. Et ça veut dire que ce n'est pas des cas isolés de mauvaises pratiques ou des moutons noirs qui, à l'intérieur du système, font n'importe quoi. Ça veut dire que c'est devenu carrément un business model. Et ça a été notamment la proposition de Peter Gotche, qui, comme John Ioannidis, est un des immenses connaisseurs des données médicales au monde, un des fondateurs de la revue Cochrane pour la Scandinavie, et qui, lui, a publié en 2014 ce livre « Remèdes mortels et crimes organisés », qui est paru aux presses de l'Université Laval, qui a reçu le premier prix de la British Medical Association. Donc, de nouveau, c'est la corporation dans son entier qui reconnaît l'existence du problème, en disant qu'au fond, ces amendes vertigineuses qu'on a évoquées, l'industrie les a intégrées dans son business model, en se disant en substance que si un médicament doit être retiré du marché au bout de quelques années après avoir tué un certain nombre de dizaines de milliers de personnes, et que, par hypothèse, la compagnie pharmaceutique a 2 milliards de dollars d'amende, si ça a permis de faire rentrer 12 milliards dans les caisses, et bien la balance est largement positive. Et donc, c'est la conclusion dont vous n'entendrez jamais parler ailleurs que dans la littérature scientifique qui sait de quoi elle parle. Ça, c'est l'ancien rédacteur en chef du British Medical Journal qui dit « Il est effrayant de voir combien de similitudes il y a entre l'industrie pharmaceutique et la mafia. La mafia gagne des sommes d'argent obscènes, tout comme l'industrie pharmaceutique. Les effets secondaires sont des meurtres et des morts. Dans les deux cas, la mafia corrompt les politiciens et autres, tout comme l'industrie des médicaments. » C'est dans le British Medical Journal, qui, en l'occurrence, a été ce coup-ci la seule grande revue qui a osé, en temps réel, proposer un regard sur ce qui était en train de se passer. Et nous sommes nombreux à avoir été soulagés de voir notamment cet article, mais il y en a eu toute une série, où ce qui est vraiment indiqué, c'est que la politisation de la science et la suppression de la science, comme elle a été pratiquée au cours des derniers mois, a pour conséquence que le complexe politico-médical s'enrichit et étend son pouvoir, mais que les gens meurent. Et donc, il y a littéralement une mortalité criminelle qui est le produit de l'entier de ce système. Alors, et là, je vous ai juste partagé avec vous des documents dans le livre qui est paru l'an passé, Anatomie d'une crise sanitaire. Vous avez un nombre bien plus grand de références, c'est des choses qui sont documentées et incontestables. En ce qui concerne le Covid-19, ce qu'il faut relever comme motif suspect qui pourrait nous conduire dans l'hypothèse de dire qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre, c'est déjà, mais ça il faut les connaître pour pouvoir le mesurer, c'est que les plans pandémie qui ont été élaborés, tous les pays occidentaux et à travers le monde ont élaboré des plans pandémie, ils n'ont juste pas été appliqués. On n'a absolument pas fait ce qui est prévu dans les plans pandémie et dont on sait que ça marche face à une épidémie respiratoire virale comme le Covid-19. On a au contraire imposé des mesures jamais recommandées, et avec vraiment un truc extraordinaire. L'immense majorité des gens aujourd'hui sont convaincus que le confinement était nécessaire. Mais le confinement n'a jamais été recommandé, sauf par le Parti communiste chinois. On vient de redécouvrir que l'exercice physique et que le plein air protègent les formes graves du Covid. Donc enfermer les gens en paquet chez eux, en les privant de tout ce qui soutenait leur santé, était une aberration. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ça n'a jamais été recommandé de manière sérieuse avant la gestion désastreuse de cette épidémie. On a bien sûr la mise en échec du premier rideau de soins des généralistes. On a dit les gens restez chez vous jusqu'à ce que vous décompensiez le cas échéant. On a interdit les remèdes utiles
en produisant au besoin des études frauduleuses, mais vous savez maintenant que les revues médicales, elles ne publient pas de la science solide, elles publient ce qui permet à l'industrie d'écouler ses produits. Il y a une inégalité de traitement en faveur de remèdes toxiques, comme le remdesivir, acheté 1 milliard d'euros par la Commission européenne, alors qu'on savait déjà que ça ne marchait pas. Des indicateurs surréalistes, comme on vient de le nommer, des tests PCR à 45 cycles d'amplification, c'est juste, mais totalement aberrant. Le PCR, ça ne sert que dans le cadre d'un diagnostic clinique où quelqu'un de malade va voir son médecin et puis on fait un TCR dont des cycles d'amplification raisonnables pour voir si c'est ça ou pas. Mais étendre des PCR à la population générale, c'est juste complètement délirant, comme le fait de confiner des gens qui sont en bonne santé ou de faire porter un masque à des gens en bonne santé. Pour ceux qui connaissent le domaine, c'est surréaliste. Il y a cette diffamation et dénigrement des meilleurs experts, alors qu'on promeut des experts au conflit d'intérêts majeurs et qui n'ont pas le 10e ou le 100e de l'expérience de ceux qui savent de quoi ils parlent. Et puis, pour faire bonne mesure, des arrangements douteux et illégaux entre État et pharma. Et si vous aimez vraiment les trucs où on se dit il faut quand même se sentir sûr de son coup pour oser des trucs pareils, il faut savoir qu'un des négociateurs de l'Union européenne avec les compagnies pharmaceutiques pour les vaccins était l'ancien chef des lobbyistes des compagnies pharmaceutiques à Bruxelles. Donc, on est vraiment dans un système mafieux et malheureusement qui est en train d'imposer une chape de plomb sur la pratique médicale. On voit que les médecins qui ont voulu soigner leurs patients ont dû se battre pour pouvoir essayer de soigner et de sauver leur vie de leurs patients. Donc, on est dans un retournement d'une toxicité absolument effroyable. Et donc, ça me paraît important de connaître ces réalités parce qu'il s'agit vraiment de dépolluer ce domaine pour pouvoir faire en sorte que la priorité des politiques de santé soit la protection de la population et leur santé, et non pas le fait de pouvoir faire le plus de bénéfices possible. Et j'en terminerai avec ça. Peut-être entendu cette dernière nouvelle, alors elle reste à vérifier, mais où il semblerait que le CDC, donc le Center for Disease Control aux États-Unis, soit copropriétaire du brevet de Moderna vaccinal, donc qui retire des bénéfices du fait de vendre le vaccin. Et vous savez comme moi que la condition pour qu'un vaccin soit mis sur le marché de manière anticipée et sans toutes les garanties de sécurité, c'est qu'il n'y ait pas de remède efficace pour la maladie en particulier. Et là, on comprend bien le flingage de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, des macrolides. Ce sont juste des concurrents, des centaines de milliards de dollars que l'industrie pharmaceutique est en train de faire avec la contribution active de nos gouvernements et malheureusement de toute une partie des milieux scientifiques et médicaux qui sont corrompus. Donc, l'immense majorité des gens ne sont pas dans ces domaines, mais vous avez un certain nombre d'acteurs de cette corruption qui sont des gens dangereux, qui sont des gens toxiques, qui sont des gens qui s'en fichent que les gens meurent de n'être pas soignés, dès lors que ça permet d'obtenir des positions importantes à l'intérieur du système. Donc, voilà ce que je connais, parce que ça fait 20 ans que je l'étudie. Ce qui me frappe toujours, c'est que c'est d'un côté tellement connu, et d'un autre côté, on continue à ne pas vouloir le voir. Je vous remercie.